Michelin, qui est une des seules entreprises françaises du CAC 40 à avoir conservé son siège social au cœur de son activité historique au beau milieu de la France. Un symbole qui n'est pas un hasard car c'est là que tout a commencé à la fin du 19e siècle avec deux frères, Édouard et André. Le premier est un inventeur de génie, le second un as du marketing. En quelques décennies, ils vont faire d'une petite fabrique au bord de la faillite le leader mondial du pneu. L'histoire du Michelin, c'est un peu plus qu'une réussite industrielle, c'est une certaine histoire de France. Du célèbre guide gastronomique à la mascotte la plus connue au monde, c'est la Bibendum Story, faite de haut et de bas bien sûr, signée Vincent Nguyen, Léa Baraco, Guillaume Drejoux et Anthony Santoro. Ah, l'Auvergne. Ça, pour sûr, c'est beau. Mais qu'allaient donc y faire ces deux Parisiens en cette fin de 19e siècle? Eh ben, écrire l'histoire, pardi. La leur et la mienne. Je vais vous la raconter. Ces deux hommes sont frères et vont accomplir à Clermont-Ferrand, où ils arrivent en 1885, une des plus belles réussites industrielles de l'histoire. Ils s'appellent André et Édouard Michelin. Mais attendez, vous ne pensez quand même pas que je suis ce pneu? Non, moi je suis une célébrité. Vous allez vite me reconnaître. C'est pour un sauvetage que les frères Michelin arrivent en Auvergne. Celui de la manufacture de leur grand-père. Le pauvre est mort il y a 20 ans, et depuis les affaires vont de mal en pis. André et Édouard peuvent-ils éviter la faillite? Pari audacieux. Ah, ils sont complices ces deux-là, c'est sûr. Mais ils n'ont pas vraiment le profil pour s'occuper d'une usine au beau milieu de la France. André a 32 ans. Il a fait l'école centrale, il est ingénieur et dirige une affaire de construction métallique à Paris. Ce qui n'est pas la porte à côté, surtout à l'époque. Édouard, qui a 6 ans de moins, il a fait du droit. Et puis, il a changé d'avis pour faire les beaux-arts. Il se voit plutôt artiste-peintre qu'avocat. Mais ils sont tentés. D'abord parce que la manufacture a du potentiel. Elle exploite une nouvelle matière qui pourrait bien révolutionner l'industrie. Le caoutchouc. Pompes, tuyaux, courroies, balles pour enfants, ce n'est qu'un début. Ils sont tentés aussi parce qu'ils sont très famille et que c'est une affaire de famille. Écoutez bien. Leur grand-père, Aristide Barbier, a fondé la manufacture avec un cousin, Édouard Daubré. Aristide a 2 filles, Adèle, qui épousera Jules Michelin, et Émilie, qui n'aura pas d'enfant, mais aime ses neveux tout pareil. Et c'est elle qui les a appelés à la rescousse. Les frères Michelin se disent que le meilleur moyen de rebondir, c'est de continuer à miser sur le caoutchouc. Et ça va marcher. Alors, ce qui a permis de sauver l'entreprise, c'est The Silent, c'est un patin de frein en caoutchouc qui a amené un véritable progrès. Avec un nom anglais pour faire chic et se vendre outre-Manche, le frein silencieux fait un carton. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les fiacres avaient des roues en fer et quand on les freinait avec des patins de frein métalliques, ça faisait beaucoup de bruit, c'était très désagréable. Et c'est ce patin de frein qui a permis aux frères Michelin de maintenir à flot l'entreprise avant que n'apparaisse le pneumatique.
Le pneumatique. Regardez bien cette scène. C'est l'événement fondateur de l'insolente réussite à laquelle j'aurai bientôt l'honneur de contribuer, mais j'y reviendrai. Les héros du jour sont Édouard, qui a carrément élu domicile à l'usine, tandis que son frère est plus souvent à Paris, et puis ce cycliste. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Il a crevé, et on lui a conseillé d'aller voir chez Michelin, puisqu'il travaille le caoutchouc. Un pneu crevé, ça vous paraît banal. Mais Édouard n'a jamais rien vu de pareil. C'est quoi comme type de pneu? Ça, c'est gros. À l'époque, les roues étaient au mieux enrobées de caoutchouc plein. Effectivement, il y avait une différence fondamentale entre les vélos qui étaient montés avec des roues en caoutchouc plein. Les Anglais les appelaient les secoue-os, donc c'était vraiment très inconfortable. Et le pneumatique qui était quand même une vraie révolution et un vrai progrès. Intrigué par ce dispositif, Merci bien. Édouard accepte de tenter une réparation. Ce qu'il découvre est épatant. Sous le tissu protecteur, il y a une sorte de tuyau de caoutchouc hermétiquement soudé et rempli d'air. C'est l'invention récente d'un vétérinaire écossais nommé John Boyd Dunlop, qui voulait améliorer le confort du tricycle de son fils. Édouard apprécie l'ingéniosité du système. Mais il lui trouve un gros défaut. Le problème de ce pneumatique, c'est qu'il était collé à la jante. Et qu'une fois la crevaison colmatée avec du caoutchouc, il faut tout recoller. La réparation dure plusieurs heures. Il faut attendre toute la nuit que la colle sèche. Et le lendemain matin, Édouard Michelin il va faire un petit tour avec ce vélo. Il va retenir deux choses de cette petite expérience. Il n'a jamais roulé sur quelque chose d'aussi confortable que ça, donc il se dit que c'est quelque chose qui a de l'avenir. En revanche, tant que la crevaison sera aussi longue et compliquée à réparer, ça ne peut pas intéresser le grand public. Bonjour. Bonjour. Alors c'est bon pour le vélo? Ça y est, c'est réparé. Ouais. Regardez. Il ne faut pas oublier, les chevaux perdaient les clous de leur fer sur les routes, qui n'étaient pas goudronnées à l'époque, et c'était souvent la crevaison. Donc ce n'était pas une solution que d'avoir le pneu collé à la jante. Faites attention. Ouais, je vais essayer. Oui, mais quand même. L'idée de Dunlop ne manque pas d'air. Elle est dans l'air du temps. Au moment où le vélo se démocratise et se vend comme des petits pains. Édouard se met en tête de corriger son principal défaut. Au lieu de coller la chambre à air sur la roue, il l'enferme dans une coque protectrice en caoutchouc épais qu'il fixe sur la roue avec des vis. Eh bien alors, mon frère, Je viens de t'avoir une idée révolutionnaire. explique-moi, vas-y. Alors, on va visser les pneus directement sur la jante. Ça nous permet- En cas de crevaison, il suffit de changer la chambre à air. Donc, on met la chambre à l'intérieur. Édouard a chronométré, c'est une manie chez lui. La réparation prend à peine 15 minutes. Quand même un petit peu de temps pour- Et en plus, elle ne nécessite pas d'outils. Une simple pièce de monnaie. Et quelques mois après, en juin 1891, Michelin va déposer son premier brevet dans le domaine du pneumatique, qui est, j'allais dire tout simplement, encore fallait-il y penser, un pneu démontable.
c'est en fait l'acte de naissance du pneu moderne tel qu'on a pu le voir se développer par la suite. Et c'est là qu'entre en scène André. André le Parisien, André le malin. Il croit en l'invention de son frère et il voit tout de suite ce qui reste à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire avec cette innovation? Il s'agit de la populariser, de la crédibiliser. Et la meilleure solution pour la crédibiliser, c'est de participer à une compétition. Et dès le mois de septembre 1891, le Petit Journal, qui était un journal qui tirait à des millions d'exemplaires, organise une course cycliste, Paris-Brest-Paris, 1200 km. Ça passionne les foules, c'est un défi fantastique. Et là, André Michelin se dit, on a une opportunité fantastique pour faire découvrir notre innovation. On est les seuls à avoir un pneu démontable qui se répare facilement. Charles Théron. Enchanté. Et ils vont engager un champion qui s'appelait Charles Théron. Vous êtes un grand sportif. Et nous avons besoin de vous pour notre réclame, pour notre entreprise. N'est-ce pas, Édouard? Charles Théron, qui était un champion qui, à l'époque, était déjà un petit peu sur le retour. Je vous assure, nous serons avec vous tout le temps. Nous vous supporterons. Nous serons là jour et nuit. C'est pas évident, son manager n'est pas d'accord. Certainement pas. Il y a 2000 francs de récompense. Hein? Tout ça, c'est pour vous. Et nous vous assisterons jour et nuit. Prenez connaissance. Bon, finalement, à la fin d'un repas assez copieux, peut-être un peu arrosé aussi, ils arrivent à convaincre ce champion d'utiliser leur pneumatique. Vraiment ravi. Faire des grandes choses ensemble, Et le 6 septembre 1891, du siège parisien du Petit Journal, s'élancent plus de 200 cyclistes. Théron est le seul équipé par Michelin. Tous les autres ont des pneus en caoutchouc plein ou non démontables de type Dunlop. La course va durer plusieurs jours. Théron roule sans dormir pendant près de 72 heures d'affilée. À la moyenne de 17 km/h. Eh oui, les routes sont pourries, pleines de nids de poules et de clous parsemés par les chevaux. Alors Théron crève, bien sûr, comme tout le monde. Mais les Michelin ont posté des réparateurs un peu partout. Et ils ont fait des progrès. Maintenant, la réparation ne dure que 8 minutes. André s'inquiète quand même un peu. Est-ce que ce gros avantage suffira pour gagner ? Tu parles, Charles. Au retour vers Paris, Théron prend tout le monde de court. Et tranquille Émile, à l'aise Blaise, pépère Albert, les doigts dans le nez René, il va triompher. Non seulement il arrive premier, et il a 8 heures d'avance sur le second, qui était pourtant
le favori. Et dès son arrivée à Paris, André Michelin se tient là, avec ses documents qu'il a fait imprimer dans la nuit qui précédait l'arrivée, en disant « Charles Théron a gagné la course Paris-Brest-Paris, en partie grâce à cette innovation qu'est le pneu Michelin, qui est un pneu qui peut se réparer facilement, n'importe où, par n'importe qui. » Voici un peu de réclame. Voilà. Alors nous allons gagner la course grâce au pneumatique Michelin. Hein. Retenez bien. Tenez monsieur, je vous en prie, mademoiselle. Alors, il se répare très facilement, en très peu de temps. Tenez monsieur. Et à partir de là, Michelin va vite connaître le succès industriel et commercial. Et c'est le début vraiment de Michelin et de son expansion. André et Édouard savourent leur victoire en dégustant le nouveau gâteau à la mode, le Paris-Brest, qui en forme de roue de vélo rend hommage à la course du même nom. Ces deux-là font vraiment la paire. À la tête de leur entreprise, ils se complètent à merveille. Chacun a sa spécialité, à laquelle pourtant ils n'étaient pas destinés. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que l'industriel est devenu le communicant, André Michelin, industriel, est devenu le communicant de l'entreprise, et Édouard Michelin, l'artiste peintre, est devenu celui que j'ai appelé le grand ordonnateur. C'est lui qui a, je dirais, porté la fabrication et l'innovation Michelin au travers de 4 décennies. André aura une jolie formule d'ailleurs pour définir leur façon de fonctionner. Il dira « Édouard c'est le champagne et moi je suis les bulles ». Et les bulles, ça pétille, c'est espiègle. La suite de l'histoire ne manque pas de piquant, car il est question de clous. Piquant, clous, vous l'avez? Non? Bon. Jugez plutôt. Quelques mois plus tard, André convainc son frère d'organiser une course Michelin. Ce sera un Paris Clermont-Ferrand, évidemment. Réservé cette fois aux amateurs. Mais il a entendu dire que des professionnels engagés par la concurrence se sont infiltrés. Alors, pour privilégier les coureurs équipés Michelin, il décide de faire semer des clous un peu partout. Et oui, puisqu'ils ont des pneus démontables, ils répareront les crevaisons beaucoup plus vite. C'est gonflé, non? Bon, mes jeux de mots tombent à plat. Comme prévu, tout le monde enchaîne les crevaisons. Un vrai calvaire. Bon, c'est quand même un concurrent Dunlop qui gagne. Mais comme il est professionnel, il est disqualifié. Et pour André, le coup marketing est de toute façon réussi. Les cyclistes équipés Michelin sont arrivés dans les temps, malgré les clous. Michelin a remporté son pari avec les vélos, les commandes affluent, l'avenir de l'entreprise familiale semble assuré, et après tout, les frères Michelin auraient pu en rester là. Mais ils sont extrêmement curieux de tout ce qui se passe autour d'eux. André, qui habite à Paris, voit circuler autour de lui des fiacres. À l'époque, c'est l'ancêtre des taxis parisiens, donc ce sont des véhicules qui sont tirés par des chevaux, sur des roues rigides. Édouard met rapidement au point un pneu pour fiacre. André en assure la promotion, et très vite, c'est un succès. L'insolente réussite des Michelin commence à agacer sérieusement la concurrence, qui contre-attaque. Pas sur le terrain sportif cette fois, mais au tribunal. Et pour la première fois, les deux frères sont en difficulté. Rappelez-vous, ce ne sont pas les Michelin qui ont eu l'idée de rouler sur de l'air, c'est ce vétérinaire écossais, John Boyd Dunlop. Il a une barbe de Père Noël, mais n'a pas l'intention de faire de cadeaux.
Après avoir réalisé son prototype pour améliorer le tricycle de son fils, il a fait breveter son invention en Angleterre en 1888. Dunlop revendique donc la paternité du pneumatique et les droits mondiaux sur toutes ses déclinaisons. Tout ce que les frères Michelin ont accompli pourrait leur échapper. La roue de la fortune pourrait d'un coup s'arrêter de tourner. Mais la procédure va durer des années. Et les deux frères décident de continuer, comme si de rien n'était. Au Salon du cycle 1895, ils installent un manège à obstacles pour démontrer la différence de confort entre les roues cerclées de fer et les roues à pneumatique. L'attraction fait sensation. Les ventes s'envolent. Et André invente un slogan qui fera date. Le pneu Michelin boit l'obstacle. C'est à cette époque que je suis né. Très en avance sur mon temps puisque j'ai deux papas. Un ingénieux inventeur et un audacieux vendeur, qui forment un duo unique dans l'histoire de la révolution industrielle. Je vais devenir aussi célèbre qu'eux, peut-être même plus. Une star mondiale. Vous ne m'avez toujours pas reconnu ? Les frères Michelin ont montré la force de leur duo. Édouard a inventé le pneu démontable et André a su le vendre. Les affaires sont florissantes, pourtant fragiles. Attaqués en justice, ils pourraient bien voir leur réussite s'arrêter net. Alors vont-ils trouver un moyen de rebondir? On regarde ça. Grâce au caoutchouc, les frères Michelin ont sauvé l'entreprise familiale. Grâce aux pneus démontables, ils l'ont même fait prospérer au-delà de toute espérance. Et pour la première fois, ils sont en difficulté. Le concurrent Dunlop les accuse de contrefaçon. Nous sommes en 1895. 10 ans ont passé depuis leur arrivée en Auvergne. Et les Michelin risquent de tout perdre. Au moment même où, depuis leur montagne, ils voient arriver à toute vitesse le XXe siècle et ses nouveaux moyens de locomotion. Le procès se déroule à Paris. Édouard, qui a fait du droit, appelle pour sa défense un vieux copain de fac. Le brillant avocat s'appelle Raymond Poincaré. Oui, le futur président de la République. Il trouve une faille chez Dunlop. Un autre Écossais à grande barbe, nommé Thomson, qui 50 ans plus tôt a déposé en France et aux États-Unis un brevet de roue sur air, avec une chambre à air de caoutchouc protégée par du cuir. Il était un peu en avance sur son temps et personne n'y a cru à l'époque. Bon, il a aussi inventé le stylo plume et ça a marché, mais je m'égare. L'invention de Thomson étant antérieure à celle de Dunlop, le tribunal donne raison aux Michelin.
André et Édouard peuvent sabrer le champagne. Le monde leur appartient. Ils ont un boulevard devant eux. Et sur les boulevards, André le constate à Paris. Qu'est-ce qui fait son apparition? Oui, des voitures sans chevaux. Des automobiles. Leurs roues sont encore cerclées de bandes de caoutchouc dur, qu'on appelle aussi bandage plein. Ça ne crève pas, mais c'est sacrément tape-cul. Les Michelin rêvent d'équiper ces nouveaux engins. C'est l'avenir, ils le sentent. Édouard met au point un pneu spécialement adapté, mais pour une fois, André a du mal à convaincre les clients potentiels. Les constructeurs automobiles à l'époque n'y croient pas trop. On se dit, oh, un pneu c'est quelque chose qui marche sur un vélo, mais ça semble un peu trop fragile pour supporter le poids d'une voiture. Michelin est persuadé du contraire, et donc, encore une fois, pour pouvoir en faire la preuve, Michelin va construire sa propre voiture. En fait, ils achètent une Peugeot et font un peu de tuning. Ils l'équipent de leurs pneumatiques, et pour en faire un bolide qui dépassera tout le monde, d'un moteur de bateau. Ça va marcher comme ça. 2 fois plus puissant, mais aussi beaucoup plus lourd. La voiture pèse 1,4 tonne. Et sans direction assistée, Au niveau du fonctionnement, comme ça. la charrette à moteur n'est pas facile à manœuvrer. Ça donne une voiture qui a un peu tendance à avancer en zigzag, ce qui lui vaudra son surnom d'éclair. Ça rappelle un peu la forme de l'éclair dans le ciel d'orage. Mais elle roule. Et André décide d'inscrire l'éclair à la première course automobile de l'histoire. Paris-Bordeaux-Paris. 1200 km à parcourir en moins de 100 heures. Ils se relayeront au volant. Mais les frères Michelin ne sont pas les meilleurs pilotes du monde et leur voiture est loin d'être une Formule 1. Après 5 jours de course, ils terminent à la 10e place. En bon dernier. Ils sont même disqualifiés parce qu'ils ont dépassé les 100 heures. Et pourtant, ils sont contents. André fait même imprimer les petits fascicules publicitaires qu'il aime tant. Ils ont fait 1200 km et malgré le poids de leur voiture, les pneus ont tenu. Cette défaite est donc une victoire. L'éclair, elle avance pas très vite, elle avance à 20-25 km/h, mais n'empêche que c'est la première automobile du monde à avoir roulé sur des pneus. André Michelin, qui est toujours très optimiste, va dire dans 10 ans, toutes les voitures auront des pneus. Et en fait, quelques années après, c'était déjà le cas. La route devient plus confortable. Fini les omelettes. Pour les Michelin, tout roule. Leurs affaires, ma foi, vont très bien. Même s'ils n'aiment pas trop le montrer. Ça ronronnerait presque à Clermont. Jusqu'au jour où un grand roux avec un drôle d'accent leur demande rendez-vous. C'est un pilote belge qui s'appelle Camille Genazzi qui met au point une voiture électrique très profilée et qui vient voir Michelin en disant « Moi, il faut me faire un pneu qui est capable de rouler à 100 km/h. » Édouard est ravi. Lui qui adore les défis, là il en a un. Et de taille. 100 km/h, on n'est même pas sûr à l'époque que le corps humain puisse résister à des vitesses pareilles. Et donc il y a une émulation technique pour le premier qui réussira à franchir cette barre des 100 km/h. Édouard réfléchit. Les grandes roues fines de l'éclair, il a vu ce que ça donnait à 25 km/h. Il faut changer ça. On diminue le diamètre, on élargit la bande de roulement de façon à abaisser le centre de gravité de la voiture et améliorer sa stabilité. Au bout de quelques mois, les pneus sont prêts.
Tiendront-ils le coup? Fin avril 1889, Genetzi et sa voiture, surnommée la Jamais Contente, réussit à franchir cette barre symbolique des 100 km/h. Vous imaginez le buzz? Un record mondial sur pneus Michelin. Mais pourquoi la Jamais Contente? Pourquoi Jamais Contente? L'éclair, c'est parce qu'elle avait tendance à avancer en zigzag. Et certains racontent que la Jamais Contente, c'était en hommage à l'épouse de Camille Genetzi. Je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Les records, les compétitions, André a compris que c'était la meilleure des pubs. Michelin sera de toutes les courses, quitte à les organiser. Oui, mais bon, Monsieur Tout-le-Monde n'est pas pilote de course. Or, c'est lui qui va consommer des pneus. Et pour ça, il faut qu'il roule. Pour vendre des pneus et développer leur industrie, l'idée des frères Michelin, c'est de développer l'automobile. À peine 3000 voitures roulent en France à l'époque, et principalement en ville. Alors comment faire? Comment faire? Il faut permettre aux automobilistes de se lancer à l'aventure, parce que c'est une véritable aventure. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de signalisation, les routes n'étaient pas goudronnées, on ne savait pas très bien où on allait. L'idée, c'est ça, c'est de dédramatiser le voyage en automobile. Et voici comment André va concrétiser cette idée. Un guide qui leur permettrait de trouver un restaurant, un hôtel, un garagiste, mais c'est souvent un forgeron qui connaît un peu de mécanique, le mercier ou l'épicier qui vendait l'essence par bidon de 5 litres, il n'y avait pas de station-service à l'époque. Donc c'est la liste des adresses utiles dont on a besoin quand on est en voyage. Il est disponible chez les marchands de pneus, dans les stocks Michelin. Il est aussi disponible dans les hôtels. Et ça, c'est une idée de génie, il est gratuit. Ce petit bouquin rouge, édité pour la première fois à 35 000 exemplaires en 1900. Vous l'avez reconnu? Il va devenir aussi célèbre que moi. Le fameux guide Michelin. Ce guide permettrait effectivement de lancer quelques dizaines, centaines, milliers d'automobilistes à travers la France. Et moi, je vais devenir le compagnon incontournable de ces automobilistes. Mais j'en reviens au guide Michelin. Quand il devient payant dans les années 20, les services sont plus nombreux sur la route et mieux organisés. Du coup, ce que veulent surtout les touristes, c'est de bons plans pour notre sport national, la gastronomie. Et donc du coup, on commence à donner d'autres indications que des indications purement techniques ou purement utiles. 1926, c'est la création de l'étoile de bonne table. Donc l'étoile de bonne table permet de signaler les meilleurs établissements pour le choix de ces étapes. C'est une information qui a beaucoup de succès auprès des clients, si bien qu'au début des années 30, on imagine le classement 2 étoiles, 3 étoiles. Une étoile, c'est une bonne table dans la localité. 2 étoiles, c'est une table qui mérite un détour. 3 étoiles, c'est carrément une table qui mérite le voyage.
Et depuis, les étoiles font saliver les gourmets et trembler les chefs, vous le savez. Mais revenons au début du siècle. À l'époque où le voyage en voiture est encore une aventure. André Michelin, il se dit, dans le guide, j'ai une liste d'adresses qui m'est utile quand je suis dans la localité. Mais comment je prépare mon voyage? Et donc en 1908, il a l'idée d'un nouveau service qui s'appelle le Bureau des itinéraires. Le bureau des itinéraires, c'est à Paris, et on téléphone ou on écrit chez Michelin. Allô, oui, bonjour, itinéraire Michelin, je vous écoute. Et on dit, voilà, à telle date, je voudrais aller de Paris à Marseille, par où est-ce que je dois passer? Et quelques jours plus tard, on reçoit dans sa boîte aux lettres un petit paquet de feuilles dactylographiées qui décrit, pas à pas, l'itinéraire à suivre. Puis André Michelin, il réfléchit, puis il voudrait encore aller un petit peu plus loin et se dit, ce qui serait bien, c'est que notre client puisse se repérer de façon autonome sur une plus grande portion de territoire. Il connaît bien la carte parce qu'il a fait son service militaire au service géographique de l'armée. Sauf qu'il sait que les cartes qui existent à l'époque, c'est les cartes d'état-major. Et les cartes d'état-major, si ma mémoire est bonne, c'est du 80 millième, parce qu'à l'époque, on fait la guerre à pied ou on fait la guerre à cheval. Et finalement, ce n'est pas une échelle qui convient bien au voyage en voiture. Et il dit, on va faire du 200 millième. Et franchement, en 1908, quand il pense à ça, il ne s'est pas trompé, c'est toujours l'échelle des atlas que Michelin vend aujourd'hui. Bon, maintenant on a le GPS. Mais pas besoin d'être centenaire pour avoir connu cette carte. La route des vacances, les bouchons sur la Nationale 7, sans clim. Ça vous rappelle des souvenirs, hein? Tu connais pas une autre route? Si j'en connaissais une, tu crois que je serais là? Et t'as une carte Michelin? Ça doit être indiqué dessus. Si on prenait la petite route jaune à gauche, la route jaune est encore plus courte. On peut toujours essayer, on verra bien. Au moins ici, il n'y a pas d'embouteillage. Retrouvons notre monsieur Tout-le-Monde au début du XXe siècle. Il a beau avoir un guide et une carte, il a un gros problème. On se retrouvait souvent à un croisement sans savoir s'il fallait prendre en face, à droite, à gauche. Et c'est ce qui a inspiré les frères Michelin en se disant, si on jalonnait la France de bornes ou de panneaux indicateurs, ça faciliterait grandement la circulation automobile. Et comme en Auvergne il y a des volcans, ils font fabriquer des panneaux indestructibles en lave émaillée, scellés dans des bornes de béton armé. Et ça va donner naissance aux bornes et aux panneaux Michelin. Et entre les années 20 et 1970, Michelin va fabriquer des centaines de milliers de panneaux qui vont jalonner les routes françaises.
Bien sûr, les plaques mentionnent qui est le donateur. La générosité d'André, le roi de la com, n'est pas gratuite. L'idée, c'est de développer le tourisme de façon à ce que les gens consomment des pneus. Hein. C'est tout simple, c'est pragmatique. Hein. Le pragmatisme, ça paie. Les points de vente fleurissent en France et à l'étranger. Les deux frères implantent une usine à Turin, pas loin de chez Fiat et de leur concurrent italien Pirelli. Une autre aux États-Unis, où le marché promet d'être gigantesque. Et en Grande-Bretagne, sur les terres de Dunlop, ils deviennent fournisseurs officiels du roi et font construire à Londres un extravagant bâtiment. Est-ce pour faire enrager leurs concurrents historiques? Ça m'étonnerait pas. André découvre le potentiel du cinématographe et je deviens personnage de dessin animé. Mais il a une autre marotte, André. L'aviation, qui n'en est qu'à ses premiers coups d'aile. Ça le fascine. Et il n'est pas le seul. Évidemment, il ne peut s'empêcher d'organiser un concours. Il offre 100 000 francs, l'équivalent de 400 000 euros, au premier aviateur qui fera Paris-Clermont en moins de 6 heures. Et se posera sur le Puy-de-Dôme. À l'époque, en 1908, on dit au Michelin au mieux vous êtes fou, au pire vous n'êtes pas prêt de dépenser 100 000 francs parce que c'est pas demain la veille qu'on va réussir à battre un tel record. Et André Michelin se donne 10 ans. Il dit avant 1918, on devrait y arriver. Trop optimiste, André? Que nenni! Trois ans plus tard, l'aviateur Renault et son passager parcourent la distance en 5 heures seulement. Font le tour de la cathédrale de Clermont-Ferrand avant de se poser, comme prévu, au sommet du Puy-de-Dôme. André se sent pousser des ailes. Et il prend sa plume. Elle, plume, c'est drôle, non? Non? Bon. Et pour une fois, ce n'est pas pour vendre des pneus. Il rédige un manifeste pour l'aviation. Cette brochure essaye de faire comprendre à la population, puisqu'ils en diffusent 1 million d'exemplaires, c'est énorme, que l'avion pourrait devenir une sorte de fort de dissuasion. C'est-à-dire qu'ils disent, si la France avait 5000 aéroplanes qui pourraient aller bombarder les lignes arrières de nos ennemis, personne n'oserait nous attaquer. Alors personne, c'est l'Allemagne à l'époque, hein, bien sûr. Hein. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate avant que le souhait d'André soit exaucé. André Michelin voit que sa prédiction a été la bonne et donc il monte au créneau et il dit à l'armée française « Moi je suis prêt à transformer mes usines de Clermont-Ferrand pour fabriquer des avions. Je vous offre les 100 premiers, je vous fais les autres à prix coûtant. » Et c'est comme ça qu'entre 1915 et 1919, Michelin va fabriquer des avions à Clermont-Ferrand. On va fabriquer pratiquement 2000 avions. Et soigner des milliers de blessés
dans un entrepôt transformé en hôpital de guerre. Qu'on se le dise, je suis patriote. Après la guerre, je parcourrai la France pour réjouir les enfants, animer les kermesses. Faire le job, quoi. Celui que m'a confié André. L'incroyable vendeur, aussi gonflé que moi. Ce génie du marketing, du happening, de plein de choses en ing sauf du bling-bling, s'éteint en 1931, à 78 ans. Édouard est effondré. Bien sûr, il sait innover, investir, diriger. Mais vivre sans son frère ? Et pour vendre plus de pneus, les frères Michelin ont donc accompagné le développement de l'automobile. La signalisation routière, les cartes, le guide Michelin, c'était l'œuvre d'André. Édouard va continuer sans lui. Et vous allez voir comment Bibendum va désormais partir à la conquête du monde. Édouard Michelin a 72 ans, quand il se retrouve seul à la tête de l'entreprise. La mort de son frère, André le vendeur, André l'enthousiaste, laisse un grand vide. Et moi, j'ai perdu un père. Mais Édouard, comme tous les Michelin, est un grand croyant. Sa foi lui donne la force de continuer avec l'aide de ses fils et de ses neveux, puisqu'à l'époque, on n'envisage pas les filles. L'aventure Michelin continue donc en famille et toujours dans son fief auvergnat. Clermont-Ferrand porte encore la marque de l'odyssée industrielle des frères Michelin. Ils ont transformé la ville. Certaines rues portent même le nom de leurs valeurs chrétiennes et paternalistes. La réussite des Michelin se base sur une certaine idée du travail, de l'efficacité, de la loyauté, qui date du 19e siècle. Elle va se frotter aux changements sociaux et économiques du 20e. La Première Guerre mondiale est finie, quand une armée, pacifique celle-là, bouleverse le paysage clermontois. Pour répondre aux besoins exponentiels du principal employeur. Très vite, Michelin va compter beaucoup de salariés. 50 personnes en 1889, 5000 personnes en 1914. Et 12 ans plus tard, ils seront même 18 000. Allez, on se bouge! Tous ces gens ont besoin de toi. Enfin, d'une maison, quoi. En quelques années, les cités Michelin vont pousser comme des champignons, entre Clermont et Montferrand. Si bien que les deux villes n'en feront qu'une. Eh oui, Clermont-Ferrand. Mine de rien, Michelin construit une vraie ville dans la ville qui est absolument contrôlée par l'entreprise. Ce que les journalistes à l'époque avaient baptisé Michelin-Ville. Alors que les logements clermontois sont insalubres, ceux-là ont tout le confort moderne. Avec des cuisines, avec l'eau courante, avec un petit lopin de terre. Et ça, c'est important, car la plupart des ouvriers sont d'anciens paysans. Michelin leur offre une nouvelle vie. Vous avez un salaire plutôt correct, et puis un nombre d'avantages absolument incroyables.
Une école au coin de la rue, une maternité et même des installations culturelles et sportives. La première piscine à Clermont-Ferrand, c'est une piscine Michelin. Donc les premiers Clermontois à avoir appris à nager, ce sont les élèves des écoles Michelin. Le docteur est gratuit et les loyers sont modérés. Michelin s'occupe de tout. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'État ne rendait pas les mêmes services. Ce n'était pas l'État-providence, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'aide au logement. Il offre une prise en charge totale de l'ouvrier, de sa naissance jusqu'à sa mort. L'idée, c'était d'offrir à leurs ouvriers les meilleures conditions de vie de manière très pragmatique. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire si nos ouvriers sont bien dans leur vie quotidienne, ils seront des bons ouvriers. L'un des symboles de ce paternalisme, c'est non pas la fille, mais le fils cadet d'André Michelin, Marcel. Un type sympa, qui fonde l'ASM, l'association sportive Michelin. La contrepartie, c'était d'accepter d'être docile, par contre. Ça, c'était la contrepartie. C'était d'accepter de rentrer dans le moule. Les personnes recrutées correspondaient bien aux valeurs de respect des autorités, qu'elles soient religieuses, patronales ou politiques. C'est vrai qu'à l'école Bibendum, on n'aime pas trop les têtes qui dépassent. Et si on est exigeant sur la qualité, on l'est aussi de plus en plus sur le rendement. Car depuis la guerre, la concurrence mondiale est féroce. En 1920, quand on revient à une économie de paix, on s'aperçoit que nos concurrents américains en fait, ont beaucoup innové pendant la Première Guerre mondiale et que Michelin a un peu perdu la place qu'il avait avant-guerre. Le clan Michelin n'aime pas se laisser distancer. On envoie donc le fils d'André, Marcel. Oui, le fondateur de l'association sportive. On l'envoie en Amérique pour voir comment, là-bas, on fait tourner une usine. Après la guerre de 14-18, les Américains, au niveau technique, prennent le dessus. Et les frères Michelin se rendent compte qu'il leur faut adopter les méthodes que les Américains employaient, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taylorisme. En Amérique, on applique la gestion scientifique du travail. Invention de Charles Taylor, appliquée avec succès dans les usines du constructeur Ford. 2h30 seulement pour faire une voiture. Alors Michelin construit une nouvelle usine. Pas loin de la vieille, mais plus grande, plus fonctionnelle. Pour bosser à l'américaine. Tout est analysé, optimisé, chronométré. On voit apparaître dans les usines Michelin ce qu'on appelle le chronographe, c'est-à-dire c'est un instrument qui permet de mesurer le temps de travail des ouvriers, le temps qu'ils mettent à faire une pièce. Chaque geste est rationalisé de façon à ce que la production soit la plus rapide et la meilleure qualité aussi, tout en gardant bien sûr cette notion de qualité qui est importante chez Michelin.
Ça a évidemment participé à l'éloignement de l'ouvrier du patron avec des contremaîtres qui étaient là pour surveiller le travail. Tout ça passionne Édouard, mais il se fait vieux. C'est son fils Pierre qui tient la barre dans les années 30. D'une main ferme. L'employé qu'il convoque s'appelle Henri Verde. Il anime en secret une petite cellule syndicale. 3 personnes en 1934. Les Michelin, de tout temps, ont été hostiles au mouvement ouvrier, au syndicalisme en particulier. Et donc, jusqu'en juin 1936, celui qui est identifié comme syndicaliste est susceptible d'être envoyé et le sera la plupart du temps. Non, vous sortez d'ici maintenant et que je vous revoie plus. Pierre Michelin licencie Verde en février 1936 pour manque de travail. Il y a une pensée disciplinaire qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que Michelin, c'est la bonne pensée. C'est eux qui ont la bonne pensée. C'est là où le paternalisme est extrêmement fort. C'est-à-dire que le père inculque. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Le Front populaire arrive au pouvoir. Et au printemps éclatent les plus grands mouvements sociaux de l'histoire de France. Pour la défense de nos revendications, dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui! Pour les revendications hippiques? Oui! 12 000 grèves partout en France, dont 9 000 avec occupation d'usines. 2 millions de grévistes. Les usines Michelin sont occupées 2 semaines. Du jamais vu. Et le 8 juin 1936, sont signés les accords de Matignon avec Léon Blum, chef du gouvernement. Baisse du temps de travail, augmentation et congés payés. Et c'est seulement donc en juin 1936 que le syndicat, suite aux grèves avec occupation, est reconnu en tant que tel. Les délégués d'ateliers sont reconnus. Et ça, c'est les conséquences des accords de Matignon. Pierre est obligé de céder. Mais il ne réintégrera jamais Verde le rebelle. Et il nourrira une haine féroce des communistes. On lui prête même des sympathies pour l'extrême droite. On verra plus tard que toute la famille ne les partage pas. Il n'empêche. La méthode Michelin, jusqu'alors montrée en exemple, est maintenant contestée. Même à l'autre bout du monde. En Indochine. À l'époque, c'est une colonie française. Et Michelin a créé là-bas d'immenses plantations d'EVA. Convaincu que la main-d'œuvre locale a toutes les qualités requises. Travailleuse et docile. Mais les ouvriers se plaignent de leurs conditions de travail. Et contre toute attente, même le gouverneur local leur donne raison. Il se plaint officiellement au gouverneur général. Cette société, dont le nom honore l'industrie française,
n'envoie en Indochine à la tête de ses plantations que des hommes sans expérience du pays. À côté d'un hôpital magnifique et d'installations industrielles remarquables, la société a complètement négligé de procéder à des installations procurant un minimum de bien-être aux coulis. Ils m'ont apparu être traités comme des prisonniers, comme de pauvres loques, que les assistants accablaient de leur mépris et de leurs injures à défaut de coups. La lettre restera sans suite. La France est bien loin de tout cela. Et Michelin y poursuit son ascension et ses démonstrations. Un de ses gros clients, Citroën, n'est pas loin de la sortie de route. Et je vous en parlerai après. Pour l'instant, la fabrique de pneumatiques roule comme sur des rails. D'ailleurs, les Michelin s'attaquent au dernier moyen de transport sans pneus, le train. Le problème, c'est le poids. Des pneus capables de supporter un train, à l'époque, c'est impossible. Qu'à cela ne tienne, ils construisent un train plus léger, en s'inspirant des avions qu'ils ont fabriqués pendant la guerre. Et voilà comment est née la Micheline. Un autorail rapide et confortable pour les petits trajets. La Micheline sera tellement populaire que pendant longtemps on va appeler comme ça tous les petits trains, avec ou sans pneus. Pas vrai? Mais j'en reviens à Citroën. Vous vous souvenez, je vous disais que le constructeur allait mal dans les années 30. C'était peu dire. Génial constructeur, audacieux, mais trop peut-être. Il dépense des millions pour démolir et reconstruire des usines, pour s'offrir la Tour Eiffel ou pour développer la traction avant. Il accumule les dettes et doit une fortune à Michelin, son fournisseur exclusif de pneus. Et même à Édouard, qui l'a personnellement dépanné. Alors, c'est bon, on est prêt là pour la photo? En 1934, Citroën se trouve en grande difficulté financière et son principal créancier, c'est Michelin. Et de facto, Michelin, du coup, va se retrouver actionnaire majoritaire de Citroën et va le rester pendant 40 ans. Édouard se souvient alors d'un vieux projet qu'il avait en tête. Dès le début des années 20, Michelin est convaincu qu'il y a une place sur le marché pour une voiture populaire qui n'existe pas. Et Michelin va résumer ce cahier des charges par on veut 4 roues sous un parapluie et on veut que cette voiture soit capable de transporter un panier d'œufs à travers un champ labouré sans en casser un seul. Sur le plan technique, c'est quasiment la quadrature du cercle et en plus, il faut que ça coûte pas cher. Le projet TPV est lancé. TPV pour toute petite voiture. Il est développé en secret. Et tout sera fait pour éviter que les Allemands tombent dessus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand les nazis pénètrent dans l'usine, Édouard est très affecté. Son fils Pierre s'est tué dans un accident de voiture. Son autre fils avait déjà péri dans un accident d'avion.
Maintenant la guerre, et peut-être la fin de Michelin. Édouard en meurt. L'aventure Michelin va continuer sans lui. Mais comment ? Les deux frères fondateurs disparus, c'est leur descendance qui va devoir, après la Deuxième Guerre mondiale, tout reconstruire. Comme André et Édouard, ils vont rebondir et au-delà de leur espérance, ils vont progressivement devenir numéro 1 mondial. C'est le dernier épisode de notre série. La Deuxième Guerre mondiale a stoppé net l'expansion de Michelin. Le dernier de ses fondateurs est mort. Mais un de ses descendants va reprendre le volant de l'entreprise. Comme sa voiture, il est modeste et discret, mais redoutablement efficace. Il va négocier avec succès le virage des 30 Glorieuses et rouler vers le sommet sur les routes sinueuses de la nouvelle ère qui s'ouvra à la fin de la guerre. Ces éclaireurs de l'armée américaine ont débarqué en Normandie il y a quelques jours. Et ils progressent vers Paris. Nous sommes en juin 1944. Pourtant, le livre qui dépasse de la poche de ce GI indique 1939. Eh bien, c'est normal. Ce bouquin, c'est la dernière édition avant la guerre du Guide Michelin. Il a été réédité en secret par les Alliés. Pas en rouge, un peu trop voyant. Mais c'est le même. Oh, ce n'est pas pour les restos étoilés, mais pour les noms et plans de ville. Les infos pratiques, quoi. Pour les troupes qui mettent pour la première fois le pied sur le sol français, c'est le complément parfait des cartes d'état-major. Les Alliés peuvent dire merci au Michelin. Et pardon. Quelques mois plus tôt, sur l'usine de Catarou, la plus récente et productive, ils ont largué 94 tonnes de bombes. Objectif stratégique. Contraint par l'occupant, Michelin fabriquait des pneus pour l'armée allemande. Et les projets de sabotage par la résistance avaient échoué. En 1945, tout est à reconstruire. Et il n'y a plus de Michelin à la tête de l'entreprise. Les frères fondateurs sont morts. Les deux fils d'Édouard se sont tués accidentellement avant-guerre. Et le fils d'André, le plus impliqué chez Michelin, a été arrêté à l'usine par la Gestapo en juillet 1943. Marcel était résistant. Il est mort à Buchenwald. C'est le gendre d'Édouard, Robert Puiseux, qui a tenu la barre tant bien que mal pendant l'occupation. Et il continue après, en attendant que le prochain Michelin soit mûr. Puiseux lance la reconstruction de l'usine et déterre deux projets qu'il avait pris soin de cacher aux Allemands. Un pneu révolutionnaire, je vous en parlerai plus tard, et une voiture. Une toute petite voiture même. Vous vous souvenez? La TPV, dont Édouard rêvait depuis des années. Le projet a pris forme quand Michelin a pris le contrôle de Citroën. Le défi, faire la voiture la moins chère et la plus légère possible. On a construit des avions pendant la Première Guerre mondiale, on a construit des Michelin pendant les années 30. On veut faire léger, finalement, une capote pour protéger la voiture, c'est suffisant pour s'abriter de la pluie. On veut de la tôle légère, mais pour autant rigide, c'est comme dans la fabrication aéronautique. Il suffit de l'emboutir et ça la rend rigide. Et donc, toute cette façon de repenser l'automobile et d'utiliser des matériaux nouveaux permettent de mettre au point
ce véhicule. Mais en fait, tout ça, c'est des solutions extrêmement rationnelles. Les 250 premiers exemplaires ont été détruits juste avant la guerre pour que l'occupant ne s'en empare pas. Mais quelques prototypes, comme celui-ci, ont été cachés. Le cahier des charges, pouvoir transporter 4 bonshommes et 50 kg de patates, consommer 3 litres au 100, rouler à 60 à l'heure et traverser un champ sans faire d'omelette. La TPV sortira en 1948 avec un phare en plus et un nouveau nom. Oui, la 2 chevaux. La Deuche, quoi. Alors au départ, l'accueil est assez mitigé parce que sur le plan esthétique, c'est quand même très bizarre, cette voiture avec une toile qui sert de toit, de la tôle ondulée. Mais les premiers utilisateurs sont tellement enchantés des qualités de la voiture que petit à petit, on n'a même pas besoin de faire de la publicité pour que le public s'intéresse à cette voiture. Et très vite d'ailleurs, la demande va dépasser l'offre et les cadences de production vont même avoir de la peine à suivre, tellement cette voiture va répondre aux attentes de l'époque. Ah, la Deuche. Le ronflement de son petit moteur. Le craquement de ses vitesses. Avec plus de 5 millions d'exemplaires, c'est une des voitures françaises les plus vendues de l'histoire. C'est bien simple, c'est la voiture préférée des Français. Et du nouveau patron de Michelin. Vous vous souvenez? Le grand échalas avec de grandes oreilles dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, c'est François, le petit-fils d'Édouard Michelin. Après avoir fait ses classes incognito parmi les ouvriers de l'usine, il a patiemment attendu son tour dans l'ombre de Robert Puiseux. La presse, quand il a pris les rênes de Michelin, s'est posé des questions en disant « Ce jeune homme qui n'a qu'une licence de mathématiques sera-t-il à la hauteur ?» Oh, il le sera, vous allez voir. Il imposera son style, jusqu'à devenir un mythe. François Michelin, quand on parle de lui, on le décrit toujours avec son impair, entre Colombo et Tati, quoi. Et puis, cette petite 2 chevaux avec laquelle il se rendait à l'entreprise, dans son bureau, extrêmement austère. Ça, c'est le mythe autour de François Michelin. Et là, beaucoup de salariés qui l'ont connu l'alimentent ce mythe par des récits individuels. Il était tellement simple, je l'ai croisé, il m'a dit bonjour. Quand on le voyait, il disait toujours bonjour aux femmes de ménage. Des récits comme ça, mais on en a à l'appel à Clermont. Fidèle aux valeurs de sa famille, François l'est aussi à l'esprit de son grand-père. Innovation. Il n'a que ce mot-là à la bouche. Il investit massivement dans la recherche. Crée un centre d'essai avec une piste. Et ce laboratoire roulant bourré d'outils de mesure qu'on surnomme le mille-pattes. Et pour semer ses concurrents, il a hérité d'une arme fatale. Rappelez-vous, les Michelin avaient caché pendant la guerre un projet de pneu révolutionnaire. Eh bien, c'est le pneu radial, ou pneu X. Mesdames, messieurs, le pneu Michelin X est extraordinaire. Vous ferez plus de kilomètres. Vous ferez 2 fois plus de kilomètres. Par tous les temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sur toutes les routes. Mais en gros, sa structure interne est différente. Et ceci grâce à ces 3 nappes de fil d'acier. Confort, sécurité, kilomètres avec Michelin X. François mise tout sur le radial, qui a toutes les qualités qu'on attend à l'époque. Il s'use moins vite et permet de consommer moins. Un champion. C'est une véritable révolution. Ça permet d'avoir un standard mondial, un peu comme l'a été Microsoft en informatique. Il a jeté les bases de la prospérité et du succès de Michelin.
au niveau mondial. Tous les concurrents finiront par adopter le radial. Du coup, Michelin s'efforce de créer sans cesse de nouvelles variantes, avec des noms super, s'ils étaient autorisés au Scrabble. Michelin X AS, le nouveau X asymétrique. Michelin MXT, plus sûr. CX, SX, HX. Choisissez la couleur de votre conduite. Michelin XZX, la qualité qui dure. Et ça dure, et ça dure. Et ça dure, au point que François va propulser Michelin au premier rang mondial. Dans ce monde où il faut désormais grossir ou mourir, il avale ses concurrents et construit des usines dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Alors en France, ça inquiète les syndicats qui ont peur pour leurs emplois. Ils vont demander des explications au patron en profitant d'une réunion publique. Or, il y a ici Monsieur François Michelin qui s'est caché pendant 7 semaines. Nous lui demandons à l'instant même de prendre la parole pour s'expliquer sur le motif. Je pense qu'il faut que vous compreniez que l'exportation indéfinie, ce n'est pas possible. Et je dois vous dire que si nous n'avions pas investi aux États-Unis, notre exportation de France vers les États-Unis aurait diminué dans des proportions considérables et nous aurions été amenés effectivement à mettre des gens au chômage. Il est comme ça, François. Il dirige à la Michelin, en père de famille à qui il faut faire confiance. Mais dans les années 80 et 90, il devra quand même licencier. Pour financer sa croissance à marche forcée, Michelin s'est endetté. C'est un géant aux pneus d'argile, à la merci de la moindre baisse des ventes. Il frôle plusieurs fois la faillite. François réalise qu'il faut s'adapter, être plus réactif, quitte à bousculer la culture maison. Il prépare donc sa succession, en formant son 5e enfant, Édouard. Je peux vous dire que je suis à bonne et rude école. Questa è un po' più difficile. Édouard n'a pas 30 ans quand il intègre l'équipe dirigeante. Et moi j'ai déjà un siècle. Et son père croit en lui et fait sa pub auprès des actionnaires. Édouard, il faut le connaître. Hein. Eh bien, faites connaissance. Ça vaut le voyage. C'est peut-être 5 étoiles sur Via Michelin. Tu as su garder, Édouard, ce contact avec la réalité et les hommes, malgré les tentations, des feux de la rampe, qui, Dieu sait, sont attirants, mais qui ne conduisent pas à grand-chose. Je serai très bref parce que j'ai la gorge, je crois, un peu serrée par l'émotion. Merci pour cette aide de tous les instants, pour cet encouragement à faire des changements, à faire différemment de la façon dont toi, tu aurais fait. Donc je voudrais te dire du fond du cœur, d'un cœur de fils, mais aussi d'un cœur de jeune capitaine. Merci. Merci, capitaine. Quand Édouard succède à son père en 1999, il doit relever un sacré défi. Rester fidèle aux valeurs de ses ancêtres, mais garantir la survie de leur œuvre. Dans un monde qui n'a plus rien, mais plus rien à voir avec la révolution industrielle. C'était très différent de François et
Les salariés étaient très inquiets en disant « Oh là 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 là, quand François va partir, Édouard va prendre la succession, ça va être une autre affaire. » Bonne nouvelle pour Michelin, son résultat net est en progression de 17,3% en 1999. Mauvaise nouvelle pour les salariés de Michelin, le fabricant a décidé de réduire les effectifs des usines en Europe de 10% sur 3 ans, c'est-à-dire la suppression de 7500 postes. C'était quand même une sacrée arrivée, ça annonçait la couleur. Les bénéfices sont insuffisants, disent les dirigeants de Michelin. Parallèlement, l'action se met à grimper comme elle n'avait jamais grimpé. Et c'est là où l'affaire Michelin éclate, où le scandale financier éclate. Et c'était assez intéressant parce que disaient les salariés Michelin à Clermont dans la rue? Tous disaient, mais nous, ce qu'on veut, c'est du boulot pour nos enfants. On veut que ça continue, cette histoire-là. C'est-à-dire que la bienveillance du père, incarné par François Michelin, s'était effondrée pour laisser place à une figure qui représentait ce nouveau capitalisme néolibéral qui était sans pitié et qui faisait fi d'une reconnaissance que leur offrait le paternalisme. Parce que le paternalisme, c'était on reconnaît votre valeur, puisqu'on vous donne une cité, on offre l'école à vos enfants, etc. Là, d'un coup, il n'y avait plus de reconnaissance. Malgré les critiques, Édouard garde son cap, réorganise l'entreprise, part à la conquête de la Chine, développe même un nouveau pneu pour le Concorde. On lui prédit une carrière aussi longue et brillante que celle de l'autre Édouard, son arrière-grand-père, le fondateur. Mais elle prendra fin brutalement, en 2006. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un terrible accident. Le PDG de Michelin a donc trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau de pêche. Son corps a été retrouvé dans les eaux du Finistère. Édouard Michelin, le patron du numéro 1 mondial du pneu, était parti avec un marin pêcheur que l'on recherche toujours. Il était un chef d'entreprise exceptionnel, représentant une tradition, une lignée qui faisait honneur à notre pays. Son décès a été un grand moment de mise au jour de la dimension mythique Michelin à Clermont-Ferrand, puisque quand il est décédé, son enterrement a été retransmis sur écran géant dans les rues de Clermont-Ferrand. Il y avait un monde incroyable. C'était complètement dingue. J'ai vu des dames à genoux prier. J'ai vu des dames tomber dans les pommes, se faire ramasser par les pompiers, d'émotion. Et puis d'un coup, c'était... Et maintenant, il n'y a plus de Michelin. L'entreprise survivra. Mais c'est vrai, aucun héritier des fondateurs n'incarnera plus la marque. Quoique, il y a moi, Bibendum. Le moment est venu de vous raconter mon histoire. Elle commence un jour à la fin du 19e siècle. André et Édouard s'amusent d'une pile de pneus qui leur fait penser à un bonhomme. Des pneus blancs, parce qu'à l'époque, on n'y ajoutait pas encore de noir de carbone pour les rendre plus résistants. Ils décident de créer une affiche avec ce bonhomme en pneus. Ils s'adressent pour ça à un illustrateur en vogue, nommé Augallo. Dans son atelier, tandis qu'Édouard se remémore sa jeunesse aux Beaux-Arts, André cherche une idée pour illustrer son slogan. Vous vous souvenez? Mais si, le pneu Michelin boit l'obstacle.
C'est alors qu'il découvre un vieux projet de pub imaginé par Ogallo pour une brasserie allemande. Elle représente Gambrinus, le roi de la bière, qui lève le coude en citant Horace. Nunc est bibendum. En latin, ça veut dire « c'est maintenant qu'il faut boire ». Et c'est là qu'André a une idée de génie, quoique un peu tirée par les cheveux. Il demande à Ogallo de reprendre son projet pour la bière en remplaçant Gambrinus par ma pomme, qui boit l'obstacle. Voilà comment, en 1898, mes bourrelets vont entrer dans l'histoire. Sous le crayon espiègle d'Ogallo. Les deux frères valident. Voici la première affiche. On m'y voit porter un toast, prêt à avaler une coupe de clous et de tessons de bouteille. Même pas peur. Je suis gonflé à bloc, tandis que mes concurrents sont à plat, malgré toute la colle qu'ils ont mangée. Le slogan latin est resté « Nunc est bibendum » et les deux frères ont fini par m'appeler comme ça. Non, non, c'est la vox populi, hein, c'est les gens qui l'ont appelé bibendum. Oui, pardon, c'est vous qui m'avez baptisé. Ça, c'était époustouflifiant. Enfin, je veux dire, c'est pas banal, quoi. L'idée est géniale, parce que Michelin ne se dote pas d'un logo figé, mais d'un personnage vivant, qui devient porte-parole de la marque. Et comme c'est un personnage vivant, il va pouvoir tisser des relations de sympathie, de confiance avec son public. Je suis la première mascotte publicitaire de l'histoire. Il n'y a pas moins sexy qu'un pneu, et pourtant tout le monde m'aime. Ce qui me plaît chez Bibendum, c'est son côté bonhomme, quoi. Pour moi, quand j'étais petit, c'était le bonhomme Michelin. Ces bouées là qui entourent, qui rassurent. Et dans le monde entier, il a ce statut de compagnon de voyage bienveillant et protecteur. On m'a tout fait faire. Et sur tous les continents. J'ai changé de look au gré du temps, et ça c'est pas plus mal, parce qu'au début, mon costume faisait un peu peur. Rendons hommage aux générations de types qui l'ont porté. Surtout à ceux qui animaient les plages en plein soleil dans les années 70. Vous vous souvenez ? C'était la caravane Michelin et on distribuait des petits jeux, on devait remonter des petits bibendums en plastique. Il y a eu des millions d'exemplaires de ces bibendums qui ont été distribués et je crois que les cinquantenaires, les soixantenaires d'aujourd'hui ont tous un petit bibendum en plastique dans un tiroir et surtout ils ne veulent pas le vendre parce que c'est toute leur enfance, quoi. Et dire que tout ça a commencé il y a plus d'un siècle, avec un vélo crevé. Et le génie combiné de mes deux pères, Édouard l'inventeur et André le vendeur. Le champagne et les bulles. Michelin n'a pas inventé que le pneu. Les cartes routières, la signalisation routière, les étoiles et les guides Michelin. C'est un monde en fait qu'il a créé. Et tout ça autour de cette figure, le bibendum, qui est son ambassadeur international. C'est tout ça qui fascine en fait.
Je suis aujourd'hui le logo le plus connu au monde. Et Michelin est toujours au top. Mais Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop font aussi de très bons pneus. Je suis pas venu faire ma pub. Je voulais juste vous raconter une histoire française qui commence au 19e siècle, avec l'arrivée en Auvergne de deux frères qui ne manquaient vraiment pas d'air.